104 demandes de mariage d'enfants enregistrées en 2018 contre 30 312 en 2006, sans compter les mariages non officiels qui échappent donc aux données plutôt officielles. Le code de la famille en vigueur ne réussit pas à réduire les mariages de genre. Le principe de dérogation fait règle avec ce pourcentage édifiant. 85% des demandes de mariage se sont soldées par une autorisation entre 2011 et 2018. Le CESE a fait une série de recommandations, on va en parler en la matière, justement avec notre invité Jawed Chouaib, membre du CESE, rapporteur de l'avis concernant le mariage d'enfants. Bonjour Jawed Chouaib. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors pour commencer, votre méthodologie pour arriver à ces chiffres, et puis question de sémantique, mariage d'enfants, mariage de mineurs, est-ce que c'est plus impactant de parler de mariage d'enfants ? Nous pensons que oui. Parce qu'il y a une perception de l'enfant, comme vous le savez, qui est très souvent liée à la morphologie, beaucoup plus qu'à la norme. Donc, selon la Convention internationale des droits de l'enfant et les lois marocaines, considérons toute personne qui n'ayant pas atteint l'âge de 18 ans comme étant un enfant. Par ailleurs, effectivement, il y a la question de la minorité qui est légèrement différente, mais en fait, qui est exactement la même au Maroc, puisque tout enfant, toute personne ayant moins de 18 ans est considéré comme mineur. Et par conséquent, nous considérons qu'enfant et mineur sont synonymes, mais qu'il vaut mieux parler de mariage d'enfants, parce qu'il y a déjà, alors en arabe, c'est plus parlant, parce qu'on parle de tezouij, qui est en fait, il y a une notion aussi de mariage forcé, oui. Donc il y a plusieurs notions là-dedans, et d'enfants, pour que nous soyons amenés tous, en tant que Marocains et Marocaines, à comprendre et à percevoir l'enfant comme réellement une personne mineure. Et non pas que l'on ouvre la porte comme c'est le cas à des perceptions liées, disons, à l'aspect physique et ce qui conduit à certaines dérives. À la une ce matin, donc on parle de mariage des enfants. Du coup, c'est l'importance des mots. Du coup, on parle pas. Enfin, c'est des mineurs, mais on préfère. Du coup, le CSE, vous nous avez expliqué le positionnement, préféré de mariage, parler de mariage d'enfants. Et on revient sur ce chiffre choc, 85% des demandes de mariage qui se sont soldées par une autorisation entre 2011 et 2018. Quelles sont vos recommandations, justement, pour ne plus reproduire cela, pour atténuer ce chiffre-là ? Il a été dit, vous avez dit tout à l'heure que la Moudawana n'est pas arrivée à bout de ce phénomène. Alors, il faut bien rappeler aussi ce que l'on a dit, ce que vous avez repris, à savoir que les chiffres disponibles ne concernent que les demandes d'autorisation enregistrées auprès des tribunaux. Donc, il s'agit ici d'une procédure légale. Et par conséquent, il y a une grande partie de la SPR qui n'est pas visible, à savoir tout ce qui concerne les mariages coutumiers ou dit le mariage al-Fatiha. Nous avons cherché, nous avons essayé d'avoir une idée sur ce nombre de mariages, mais il n'y a aucune statistique disponible à ce sujet. C'est la raison pour laquelle, même lorsque vous parlez d'augmentation ou de chiffres chocs, à vrai dire, c'est très difficile à dire de manière objective. Ce que l'on peut dire de manière certaine, c'est qu'au moins le phénomène est constant. Et il n'a pas évolué, disons, négativement ou positivement. C'est le moins que l'on puisse dire. Et que globalement, on continue à dire que c'est beaucoup trop, parce que ça fait 30 000, disons, par an. 30 000 déjà sur 10 ans, ça fait 300 000 filles. Et nous considérons qu'il s'agit d'une discrimination à l'égard des filles et une violation des droits de l'enfant. Donc c'est beaucoup trop. Dans le prolongement de la question de Bouchra, vous faites une série de recommandations, dont l'abrogation des articles 20, 21 et 22 du Code de la famille, je parle sous votre contrôle, ayant trait au mariage des enfants avec pour préalable, je cite, une mise en adéquation des dispositions de ce code avec la Constitution et les conventions internationales. 1. Cette recommandation s'adresse à laquelle de nos institutions ? 2. Est-ce qu'elle servira justement, vous venez d'en parler, à réduire les pistes et subterfuges utilisés, notamment le mariage par la Fatiha ? Nous pensons que oui. Ces recommandations s'adressent bien entendu aux législateurs. Et à ce sujet, nous avons donné une conférence de presse la semaine dernière et nous avons eu l'information que malheureusement, au Parlement, il y a une réflexion sur la révision du Code de la famille, mais qui semble pas aller dans ce sens. Mais nous considérons que la loi est importante, mais qu'elle n'est pas tout. Mais qu'il est essentiel d'avoir un cadre normatif et qu'il est important que le Maroc soit conforme à ses engagements internationaux. Et en plus de ça, l'éradication du mariage d'enfants ou des mineurs est aujourd'hui un objectif de développement durable.
dans les ODD, et le Maroc s'est engagé à éradiquer en quelque sorte aussi ce phénomène d'ici à 2030. Par conséquent, il y a un certain nombre de choses à faire. Encore une fois, le cadre juridique est très important pour nous et il est essentiel, mais il n'est largement insuffisant. Donc il y a un ensemble d'autres mesures à prendre. Nous allons passer la parole donc à nos chroniqueurs à présent. Rachida Chachi pour notre invité du jour. Je rappelle Jawad Chouaib, membre du CSE, rapporteur de l'avis concernant le mariage d'enfants. Bonjour. Alors, si j'ai bien compris, la loi autorise une dérogation aux juges. Or, le problème, la dérogation est devenue la loi. Et donc, les juges accordent systématiquement une dérogation, alors qu'à un moment, il devrait être le cas d'exception. Alors, avez-vous cherché à comprendre qu'est-ce qui motive les juges dans ce type de pratique, sachant que dans la plupart des cas, ou souvent en tout cas, les juges sont des parents qui ont des enfants, et donc le fait de le faire et d'en parler de cette manière les fait passer pour littéralement des monstres, alors que peut-être c'est motivé par des considérations objectives de terrain et de réalité socio-économique, de pauvreté extrême, ou des cas complexes qui permettent de justifier au moins une partie des dérogations. Après, peut-être qu'il y a de la corruption, ça ne m'étonnerait pas, mais globalement, il y a plusieurs facteurs à l'origine de cela. Et puis de même, le fait de jouer avec la langue, je le comprends, dans un esprit de lutte et de sensibilisation des gens et de parler de mariage des enfants. Mais là encore, c'est mettre tout dans le même sac et d'empêcher la nuance et d'établir une équivalence entre les différents cas de figure. Car il y a quand même une différence entre deux enfants mineurs qui se marient, 15 ans, 16 ans, et entre une enfant mineure de 13 ans avec un homme de 45 ans. Ce n'est pas la même chose. Et mettre les deux dans le mariage des enfants comme étant quelque chose d'abject, c'est établir une équivalence entre ces deux schémas. Pareil, je veux dire, un mineur qui se marie à 17 ans, ce n'est pas un mineur ou une mineure qui se marie à 12 ans ou à 11 ans ou à 13 ans. Donc peut-être qu'il ne faut pas tomber dans le piège des mots et d'établir une hiérarchisation des priorités. Et que peut-être qu'il faudra commencer par penser une minorité sexuelle qui ne soit pas la majorité ou la minorité qui permet de voter autre chose et qui serait de 16 ans, qui permettrait déjà d'être plus dur du point de vue de la loi et plus efficace du point de vue de la loi et de sauver au moins les mineurs qui ont moins de 16 ans le temps de trouver les moyens de sensibiliser ces gens. Car ces gens-là, pareil, les parents de la fille ou les parents du garçon ne sont pas des monstres. Il y a un problème d'imaginaire, il y a un problème de culture, il y a un problème d'alphabétisation, il y a un problème d'éducation. Donc on ne peut pas décréter le changement de réalité uniquement en partant de la loi. Donc ces gens-là, s'ils étaient éduqués, alphabétisés avec un univers mental plus large et un horizon mental plus large, peut-être qu'ils penseraient à autre chose plutôt que de marier leur fille. Donc peut-être qu'il vaudrait mieux penser la question de l'éducation comme étant également prioritaire dans cette lutte et de ne pas la voir uniquement sous le prisme du juriste et de la loi. Jawad Chouaib. Alors, dans votre intervention, il y a plusieurs aspects. On va essayer de mettre un peu d'ordre là-dedans. Déjà, nous ne considérons pas les juges comme des monstres, et les juges ne sont sûrement pas des monstres. Les juges sont juste là pour appliquer la loi. Sauf que ils ont un pouvoir discrétionnaire. Et ce pouvoir discrétionnaire de par la loi est très très large. Alors ça a conduit à un certain nombre de dérives. La question n'est pas que un problème en soi qu'il y ait une autorisation, parce qu'ils disent, moi j'applique la loi. Si vous changez la loi, on ne mariera plus de... Non, il applique la dérogation, il n'applique pas la loi. La loi, c'est interdit, sauf dérogation. Mais la dérogation fait partie de la loi. Mais pourquoi il l'applique ? La dérogation fait partie de la loi. Maintenant, pourquoi il l'applique ? Pour un certain nombre de considérations que vous avez évoquées. C'est la raison pour laquelle on ne leur jette pas la pierre. Il y a des conditions socio-économiques ou culturelles qui font qu'ils vont être confrontés à des demandes d'autorisation. On va leur expliquer que pour sauver l'honneur de la fille, il faut absolument la marier parce que sinon elle va être rejetée de la société, et ainsi de suite, toutes les problématiques que vous connaissez. Donc nous sommes tout à fait d'accord sur le fait que il y a une dérogation que le juge a probablement, en tous les cas en ce qui le concerne, de bonnes raisons d'appliquer son pouvoir discrétionnaire. Est-ce qu'il pense dans tous les cas de figure à l'intérêt supérieur de l'enfant ? Ça, c'est une autre question. Parce que bien souvent, ce sont des conditions familiales et donc l'intérêt, disons, de la communauté ou de l'enfant, de la famille qui passe avant ou qui prime sur l'intérêt de la fille en elle-même. Donc, clairement, les juges ne sont pas des monstres. Deuxièmement, ce que nous disons, et nous n'avons pas analysé la question uniquement sous le prisme juridique ou des textes de loi, et nous le disons clairement. Nous disons la loi, oui, mais ce n'est pas tout. Et toutes les questions que vous avez évoquées, qui relèvent de l'éducation,
est essentielle. C'est l'éducation, c'est d'abord lutter contre l'abandon scolaire, de faire en sorte que les filles puissent aller à l'école, puissent avoir accès à une formation. D'ailleurs, le CSE formule de nombreuses recommandations dans ce sens, dans d'autres rapports qui sont consacrés à l'éducation nationale. C'est pour ça qu'il ne faut pas être réducteur et dire le CESE va régler le problème ou préconise de régler le problème en enlevant le pouvoir discrétionnaire aux juges. Nous disons qu'effectivement, il y a des raisons. D'ailleurs, il y a tout un mouvement de pensée qui est derrière, on peut l'appeler comme on veut, et qui pousse justement pour garder ce pouvoir, disons, discrétionnaire ou cette possibilité d'appliquer une dérogation. On va même encore plus loin. Il y a des gens qui disent oui, mais vous savez, ça existe dans d'autres pays. Donc, pourquoi ça n'existerait pas chez nous? Ça a été dit par le ministre de la Justice. Alors, maintenant, ce qui se passe, oui, ça a été dit, même on l'a entendu à travers plusieurs même départements ministériels. Sauf que, en analysant ça, on se rend compte de quoi? Que pour les gens qui veulent limiter, disons, parce que ça, d'une manière générale et transversale, personne n'est pour que le phénomène continue. Ça, tout le monde est clair. Tout le monde dit ça fait du mal aux filles, ça fait du mal à la société. C'est pas bon. Sauf que qu'est-ce qu'on fait? On dit on va limiter le pouvoir discrétionnaire. Sauf que aujourd'hui, la limitation, personne n'a l'idée claire par rapport à la limitation de ce pouvoir discrétionnaire. Il y en a qui veulent jouer justement sur l'âge. Alors est-ce que on va marier une fille de 16 ans à quelqu'un de 45 ans ou de 20 ans? Est-ce qu'on va mettre une limite de différence d'âge? Est-ce que on va faire en sorte, parce que dans la loi prévoit que le juge demande un certificat médical dont il n'est pas précisé le contenu. Est-ce qu'aujourd'hui il s'agit d'un certificat médical attestant que organiquement parlant la fille est capable d'avoir des rapports sexuels, ou est-ce qu'elle est capable de se marier, donc d'assumer une responsabilité du mariage, qui est une institution qui va bien au-delà des rapports sexuels? Il est certain que ce sujet-là peut ouvrir d'autres portes, d'autres sujets. D'ailleurs, on recommande qu'il y ait un débat public sur un ensemble de questions. L'avortement en est une. Et c'est une question plus ou moins d'actualité. La question des relations sexuelles hors mariage pénalisées, on demande à ce qu'il y ait un débat concernant au moins la dépénalisation. La question n'est pas une question de morale, c'est la question de jusqu'où on va. Est-ce qu'aujourd'hui, deux personnes adultes qui ont des rapports sexuels, on va les considérer de la même manière que l'on considère un voleur ou autre? Donc toutes ces questions-là, tout ce que vous dites... nous en sommes tout à fait conscients et nous l'avons bien entendu, mais nous disons de manière claire, la norme, le cadre juridique, c'est la base. Il doit au moins changer, il exprime une position d'un État face à un phénomène. Bien entendu, cela n'est pas... Et sur plusieurs plateaux, j'ai eu à vous entendre dire que la grande problématique de l'effectivité des lois, bon, on a des lois, c'est très très bien, mais le sport national, c'est de contourner les lois. Ça, nous en sommes, nous ne sommes pas naïfs. Donc nous savons très très bien que les choses ne se font pas avec une baguette magique, que nous sommes là c'est pour engager un processus censé faire avancer la condition féminine et la condition des enfants dans ce pays. Quant à la nuance, justement, si nous préconisons de parler de mariage d'enfants, c'est peut-être, il faut des fois de la nuance, c'est certain. Les choses ne seront pas noires et blancs. Mais majoritairement, aujourd'hui, les questions de droit de l'enfant et ces nuances que l'on apporte sans arrêt font que l'on remet sans cesse en question la norme, qui est une norme internationale, qui peut être discutable, mais en tous les cas, l'État marocain en tant que tel. Et d'ailleurs, tout le dispositif juridique fait en sorte que l'enfant a un statut particulier dans le code de procédure pénale, dans le code pénal. Et par conséquent, le législateur marocain reconnaît un besoin particulier de protection par rapport aux enfants. En même temps, il ne peut pas livrer ses enfants à une pratique qui est censée être, disons, marginale, mais qui en fait ne l'est pas. Loubna Serraj pour notre invité, Jawed Chouaib, membre du CESE et rapporteur de l'avis concernant le mariage d'enfants. Bonjour. Bonjour. Moi, ce qui m'a interpellée, en dehors du fait qu'en 10 ans, effectivement, s'il n'y a pas eu de diminution des mariages des enfants, enfin, c'est quand même 2000 de plus, 2000 de trop, 32 000 de trop, on va dire, chaque année. On a l'impression, c'est imaginaire que, comme ça, avant de lire le rapport, je me serais dit que c'était 98% dans le rural et 2% dans l'urbain.
Or, je me rends compte que c'est 56% seulement dans le rural, si je peux me permettre. Mais en plus, c'est que les régions les plus touchées par le mariage des mineurs, c'est quand même les 4 régions c'est pas les plus enclavées, ce sont les plus riches du Maroc. C'est Rabat Salé, Casablanca Stade, Marrakech Safi, Bni Mellal Khnifra. Et là, moi je m'explique pas. Je ne sais pas si vous pouvez nous donner des indications. Comment ça se fait que on est encore, alors on va dire oui, peut-être privilégié en termes de ville, en termes d'accessibilité. On aurait l'impression que ce phénomène ne serait plus aussi présent. Or, c'est pas le cas. On se rend compte que c'est pas le cas. Et deuxièmement, finalement, vivre dans une région qui est beaucoup plus dite conservatrice aujourd'hui semble, du moins, d'après les chiffres, mettre plus à l'abri les jeunes filles. Après, ça peut aussi dire qu'il y a plus de mariages coutumiers, fatiha, il y a plus de mariages par contrat, etc. Comment vous l'expliquez ? Alors, nous n'avons pas creusé la question. Nous avons fait comme vous. Nous avons d'abord constaté qu'effectivement, ce phénomène est plus ou moins également réparti sur tout le territoire et entre les régions. Peut-être que la question des migrations des populations joue un rôle aussi là-dedans. Parce qu'aujourd'hui, il y a un exode rural quand même qui est très très important. Il y a dans les villes de grandes zones d'exclusion. Donc on revient le périurbain, c'est tout ce qui est exclusion de l'école, exclusion de la formation, exclusion du monde du travail. Vous savez, aujourd'hui, il y a un phénomène inquiétant, c'est la régression de l'activité des femmes dans le monde du travail. Sur les dernières années, ça aussi c'est une question à creuser. Et il y a sûrement un lien entre mariage, charge familiale et tout cela. Donc, bien que, d'un point de vue des chiffres en ce qui concerne l'éducation, de plus en plus de filles ont accès à l'école et il y a de plus en plus de filles qui arrivent même à être diplômées. Et malgré tout, oui, mais on arrive de loin. C'est-à-dire que l'évolution... Non, c'est certain. Je parle juste globalement. Donc, c'est juste pour dire que ce qui est, disons, ce que l'on aime bien considérer comme étant culturel. Et ce qui est culturel n'est pas génétique, donc il faut faire peut-être les kits. Donc ce qui est culturel aujourd'hui n'a plus beaucoup de frontières. Et justement, c'est bien que ces chiffres sortent parce que ça nous met devant une réalité qui est en fait nationale. Par contre, ce qui est très intéressant aussi à noter, c'est que les régions du Sud, les régions sahraouis, c'est un phénomène qui est quasiment marginal et inexistant. Donc effectivement, il y a du culturel, mais il y a aussi tout ce que l'on met en place aussi dans un pays, dans une ville, dans une région, pour faire en sorte que la population aille mieux, aille bien, et pour que les femmes aient plus de droits, qui va faire sûrement que ce phénomène diminuera ou continuera d'exister. Le mariage des mineurs, on en parle ce matin avec notre invité du jour, Jawed Chouaib, membre du Conseil économique, social et environnemental, rapporteur de l'avis concernant justement le mariage d'enfants. Le mariage des mineurs, chez quelqu'un qui a un problème assez complexe à régler, même dans des pays qui se disent entre guillemets démocratiques, comme les États-Unis par exemple, où la majorité des États continuent justement à l'autoriser. Je vous laisse la parole pour... notre invité. Moi, je reviens un peu dans le prolongement de ce qu'a dit Loubna par rapport à cette question de ruralité et puis même d'urbain. C'est un faux urbain. On sait très bien que l'exode est très fort et que les gens viennent en ville pour essayer de survivre. Justement parce que le format, le structurel de notre société fait que le mariage peut être une solution économique. Donc on se marie, on réunit un peu les vivres qu'on a et on peut mieux survivre. C'est comme ça qu'on fait au niveau de la campagne. Et donc c'est une question structurelle. Vous avez vu, la loi, malgré tout, n'a pas réussi ni à faire régresser ni à faire avancer les chiffres. Quelque part, ça passe forcément par un développement, bien entendu, par une vraie question, par un vrai regard sur ces régions justement rurales. Et ne pensez-vous pas que finalement, pour ce type de situation, pour qu'on tranche définitivement, il faut qu'on ait une loi et pas de dérogation. Pas de dérogation, qu'on soit capable de dire avec courage, mais écoutez, c'est comme ça, c'est la loi, c'est tel chiffre, telle date, qu'on se mette d'accord sur un consensus, tel âge est l'âge du mariage et rien d'autre, donc sans dérogation. Mais le problème, je pense que vous allez y revenir, c'est que sans dérogation, et le fait qu'il y ait une dérogation, c'est que ça dit que l'État n'est pas très à l'aise par rapport à ça et que le législateur est gêné, parce que justement, il n'y a pas le fondement derrière. Est-ce qu'on n'est pas en train de tourner en rond depuis des années, parce que la pauvreté entraîne mariage, qui entraîne pauvreté, etc. Alors les études contredisent un petit peu cette histoire que le mariage d'enfants est lié à la pauvreté, et les études de manière générale nous montrent justement que ça ne fait pas avancer du tout ou ne fait reculer la pauvreté, le fait de marier des jeunes filles.
il y a un vrai souci déjà de lier, comme on lie ce phénomène au rural, il ne faut pas le lier à la pauvreté, bien qu'il y ait un lien indirect, en ce sens que qui dit pauvreté, de manière générale, il dit difficulté d'accès à l'école et à l'éducation. Donc, quand on parle de pauvreté, il faudrait parler à ce moment-là de pauvreté multidimensionnelle qui fait que c'est pas la pauvreté monétaire en soi. On peut ne pas avoir beaucoup de revenus, mais si on a une école publique, on a un accès, on a un transport, les filles sont protégées, on a une réelle volonté de faire arriver, et plutôt que de parler de scolarisation, il faudrait parler de taux d'achèvement, ce serait un meilleur indicateur en termes d'éducation, d'achèvement de la scolarité. Là, effectivement, on ferait avancer les choses. Donc, globalement, d'ailleurs, c'est ce que nous disons, c'est un phénomène multidimensionnel qui trouve certaines racines. Alors vous dites, on tourne en rond, il y a de l'idéologie aussi là-dedans. Et c'est pour ça que je vous disais, ce sujet, il est aussi en lien avec les relations sexuelles, puisque aujourd'hui, si dans le mental, dans l'imaginaire collectif ou dans la perception, on considère que se marier, c'est un permis de conduire pour avoir des relations sexuelles halal, c'est-à-dire on est dans le moral correctement, tant qu'on est dans cette logique-là, il est clair que dès lors que vous allez dire il y a une fille, elle a 16 ans, elle a 17 ans, elle a des rapports sexuels, il faut que je la marie. Parce que ça devient l'obsession aussi bien dans l'éducation des filles, même si elle doit se marier pour 2 mois, peu importe. Mais il faut que l'on puisse afficher le fait que ça s'est fait même si c'est a posteriori. Donc on est dans une espèce de même d'hypocrisie de la société qui a évolué et où on sait très très bien que les relations sexuelles maintenant dans toutes leurs formes sont beaucoup plus répandues hors mariage et qu'autres. Et donc il y a et le législateur s'il tourne en rond, je pense, parce qu'il y a ce sujet qui est là, je considère comme étant de l'idéologie, ou si c'est pas de l'idéologie, c'est encore du moins des réflexes culturels, si on peut appeler ça comme ça, qui font que on a peur. Si on se dit oui, mais si on permet la relation sexuelle hors mariage, on est devant une société qui est en train de se dégrader, qui perd sa morale, qui perd ses valeurs. Et je crois que c'est là le vrai souci. Il faut mettre de côté la morale pour aborder ce genre de sujet. Il y a un moment donné, il faut le faire, bien que, bien sûr, de quelle morale parle-t-on? Alors, si on va vers un pays de droit, c'est le droit qui va déterminer, pas de droit d'enfant, de droit de femme, de droit des filles. Si c'est, et apparemment, de par la Constitution, de par tout ce que le Maroc a ratifié, en tout cas, l'État marocain, c'est ce qu'il désire. Maintenant, il faut qu'il le mette en œuvre. Il faut le mettre en œuvre, bien entendu. Il a une population devant lui qui a son histoire, qui a ses freins, qui a toutes ses problématiques. Donc, c'est certain que personne on considère tout simplement que ce que nous sommes en train de faire là, de débattre, de faire des rapports, c'est de pousser les choses, de faire évoluer les mentalités et faire évoluer les choses. Donc, je pense, en tous les cas, le Conseil économique et social est très conscient que ce n'est pas... qui n'a pas la baguette magique, et d'ailleurs nous ne faisons que reproduire, disons, ce que pense une part de notre société. Ce que nous disons là, nous ne l'inventons pas. Moi, je sais qu'Alami, à vous la parole. Oui, alors j'avais noté peut-être 2 questions. Donc la première, c'est un peu parce que j'avais noté qu'effectivement les recommandations du Conseil se portent sur 3 axes. Il y a donc l'amélioration du cadre juridique, on vient d'en parler. Il y a la lutte contre les pratiques préjudiciables et en 3e axe, assurer le suivi et l'évaluation de cette éradication. Donc ça, peut-être si vous pouviez nous dire un mot plus précisément de quelles sont les mesures précises que vous avez, ou si ce sont juste des préconisations générales. Et puis alors un point aussi, vous évoquiez et Loubna évoquait les chiffres. Vous parliez d'exode rural. Il me semble tout de même, sans être un spécialiste de la question, que le mariage des mineurs ou le mariage des enfants est quelque chose qui est extrêmement prégnant dans les pays qui sont encore à forte composante rurale, où l'économie est encore très dépendante de l'agriculture, par exemple. Quelle que soit la culture ou la religion du pays. C'est-à-dire que si on regarde l'Amérique du Sud, si on regarde l'Inde, si on regarde un certain nombre de régions d'Asie, on va se retrouver avec le même type de problème.
avec le même type d'argument d'ailleurs de défense. Et donc effectivement, je ne serais pas étonné, si on pouvait affiner les chiffres, de voir que ça concerne, qu'on parle du périurbain, que ça perd les populations qui viennent de la campagne, qui sont en phase d'accession au code de l'urbanité, puisque de toute façon, on voit dans les pays dits développés, on a vu que l'âge du mariage n'a augmenté qu'avec l'urbanisation des populations. Hein. En France et en Europe, ça se joue au début du XXe siècle. Au début du XXe siècle, on marie encore des enfants de 12 ans. Donc, le point qui m'intéresse, c'est comment peut-on faire pour former et réformer des mentalités où effectivement on comprend bien que quand la source de revenus principale ce sont les moissons et le travail au champ, les filles sont plus des bouches à nourrir que des sources de revenus, ce qui explique aussi la tendance à les marier jeunes. Et est-ce qu'il y aurait un moyen de s'inspirer de ce qu'a fait par exemple la Zambie, parce qu'il y a d'autres pays africains aussi qui connaissent le problème? Et en Zambie, par exemple, ils se sont appuyés, alors évidemment ils sont organisés différemment qu'au Maroc, ils ont un ministère des chefs et des affaires traditionnelles, hein, et donc ils ont pu s'appuyer sur ces relais locaux. Et les analystes notent que ce qui était la source du problème, à savoir les chefferies traditionnelles, sont devenant sensibilisés par l'État zambien et formés à l'utiliser, sont devenus la solution, puisque à partir du moment où il disait que c'était plus là, qu'il fallait éviter de marier les filles trop jeunes, ça a réduit le phénomène. Alors bon, j'ai pas de chiffre exact, mais visiblement ça a un peu fonctionné. Et si on devait s'inspirer de cette expérience, qui au Maroc, quelle catégorie de la population au Maroc pourrait servir de relais à la volonté de l'État et aux recommandations du CESE? Jawad Chouaib, allez-y. Alors, je vais essayer de commencer par le deuxième sujet qui est très très large. Je ne peux pas répondre à toutes vos interrogations dans la mesure où c'était pas notre but ou notre objet d'aller faire du benchmarking par rapport à ce qui se fait dans différents pays africains ou autres. Ce qui est certain, c'est qu'il faut prendre ce sujet dans un cadre beaucoup plus global, et nous le disons, il faut le prendre dans le cadre d'un nouveau modèle de développement. Alors c'est un nouveau modèle de développement économique, social, mais aussi politique, donc il y a des questions éminemment politiques là-dedans. Et globalement, on se dit, si le Maroc veut avancer aussi sur ce sujet, il y a bien entendu tous les aspects économiques qui doivent être pris en considération. Alors, par rapport aux filles, justement, la question de l'éducation, de la formation et de faire en sorte que demain, ces filles, demain devenues femmes, puissent devenir, être actives, même dans le monde rural, c'est quelque chose dans lequel on doit s'inscrire. Ce qui est important, c'est de faire en sorte, et comment faire évoluer les mentalités. Les mentalités, vous le savez bien que moi, évoluent beaucoup plus lentement que d'évoluer le reste. C'est un combat, c'est de l'évolution. Je ne sais pas combien ça prendra dans notre pays, mais toujours est-il que il est important que le mariage ne soit plus considéré, parce que c'est faux, comme une sortie de crise économique, même au niveau individuel. Parce que si aujourd'hui, alors on n'est pas rentré dans les chiffres, mais si vous voyez aussi l'augmentation de la violence à l'égard des femmes par rapport à ces mineurs, si vous préférez le terme, par rapport à d'enfants, il y a un vrai sujet, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on considère que l'on fait avancer les choses du point de vue économique par rapport à cette famille. C'est le même sujet que la problématique des petites bonnes. Oui. Jusqu'à présent, les petites bonnes ne se sont pas enrichies en tant que telles. Les mineurs mariés ne se sont ni enrichis, ni sont sortis de la misère. Donc, par conséquent, communément, tous ensemble et collectivement, nous devons sortir de cette question en ne plus pensant mariage comme on le fait actuellement, parce qu'en fait, c'est ça le vrai sujet, c'est que mariage égale légitimisation ou légalisation de relations sexuelles. C'est ça qui est essentiel. Tout le reste, ce sont des arguments avancés de par le monde, mais rien n'empêche de faire évoluer l'économie et la situation économique de ces gens-là, tout en renonçant, je dirais, au mariage d'enfants.
Voilà, j'ai essayé de tenter à votre deuxième point. Sur le premier point, qu'est-ce que l'on préconise de manière concrète? Je ne vais pas vous les lire, il y a pour chaque axe. Quand il le cadre juridique, il n'y a pas que l'abrogation des articles. Il y a de manière générale une harmonisation des autres lois avec la Constitution. Il y a aussi le développement de la justice adaptée aux mineurs. Justice adaptée aux mineurs qui est un ensemble de choses. C'est pas juste des lois, mais c'est l'ouverture et une meilleure accessibilité pour les enfants à la justice, c'est-à-dire en termes de moyens de défense, en termes de pouvoir poser plainte, ainsi de suite. Sur le deuxième aspect, c'est tout ce qui est en rapport avec les politiques publiques, et notamment depuis 2013, le Maroc a élaboré une politique intégrée de protection de l'enfance. Sauf qu'elle a du mal à se mettre en place. On est en 2019, on avance à petits pas là-dessus. Alors il y a peut-être une question de moyens, d'organisation, c'est autre chose, ça nous renvoie au truc institutionnel. Mais cette politique de protection intégrée, elle doit être mise en œuvre. L'éducation, on en a parlé, mais l'éducation, c'est pas que l'éducation des enfants, c'est aussi l'éducation de la société, l'éducation des parents. C'est aussi l'éducation sexuelle, c'est aussi l'éducation religieuse dans le sens noble du terme, avec des valeurs. Pour ce qui est du suivi, d'assurer le suivi et l'évaluation, nous recommandons que le gouvernement et le Parlement se saisissent spécifiquement de cette question. Parce qu'on pense que c'est un bon indicateur, justement, d'évolution de notre pays. Il faut que, si le gouvernement s'y intéresse, il faut qu'au Parlement, un point soit fait annuellement sur cette question. Qu'est-ce que l'on a fait dans tel et tel domaine? Et c'est du transversal. Ça relève pas du ministère du Développement Social, ni du ministère des Finances, ni de l'Intérieur. Ça relève d'une politique gouvernementale. Et donc, il y a lieu que les parlementaires saisissent le gouvernement sur cette question spécifique au moins une fois par an. Rachida Chachi, vous souhaitez réagir? Oui, alors je remarque qu'il y a, peut-être que je me trompe, mais un petit côté condescendant dans la manière avec laquelle vous abordez les justifications de ces gens-là, notamment par rapport à la question de la chasteté, le fait qu'un père soit attaché au fait que sa fille ne doit pas avoir de rapport sexuel hors mariage, avant son mariage, ce qui somme toute est un attachement, une dimension symbolique qui est tout à fait respectable et qui n'a pas à être dénigré au nom d'une ignorance, parce que en même temps vous reprochez un côté idéologique qui existe, qui est délétère, qui est à combattre, et je le combats tous les jours, c'est toute la rhétorique salafiste qui gagne du terrain, notamment dans les régions amazirophones, mais également dans la campagne marocaine, qui entend garder dans la dimension uniquement sexuelle le mariage, et notamment le mariage des mineurs, en s'appuyant sur un certain nombre de références. Mais de l'autre côté, il y a également un discours idéologique que je perçois dans ce que vous dites, puisque vous mettez dans le même panier la question du mariage des mineurs, avec le fait de dépénaliser les rapports sexuels hors mariage, et la question de l'adultère. Donc on voit bien qu'il y a une idéologie libérale fondée sur l'individu et le corps m'appartient, etc., que vous opposez à une autre idéologie réactionnaire et tout aussi dangereuse et délétère pour le Maroc. Peut-être qu'il faudra un peu plus de subtilité, je parlais de nuances tout à l'heure, et de prendre en compte la dimension symbolique, parce que vous parlez de normes internationales, vous voulez plaquer une norme occidentale, elle n'est pas internationale. Vous n'êtes pas allé la chercher en Chine ou en Papouasie-Nouvelle-Guinée, mais c'est dans le monde occidental que vous cherchez la norme, que vous voulez plaquer sur une réalité qui n'est pas occidentale du point de vue de l'imaginaire, ni de la culture, ni de l'identité, qui ne l'est même pas du point de vue du niveau de développement et de la réalité économique et de la réalité politique. Pardon, bien entendu, ça ne marchera c'est pas ce qui a été dit par notre invité. Il a parlé d'abord de Constitution, ensuite de Convention internationale. Oui, mais la Convention internationale, elle est avant tout normée par l'Occident. Je veux dire, on est dans la normativité occidentale que l'on ratifie à travers des traités et qu'on en cherche à remodeler notre loi, notre Constitution à l'image de cette norme internationale qui, comme je le dis, n'est pas internationale, elle est occidentale, elle est présentée comme étant l'horizon indépassable. Je rappelle qu'on a une réalité qui est une réalité marocaine, qu'on a une religiosité, un rapport au symbolique qui est notre rapport au symbolique et qui malheureusement est pris en otage et déchiqueté par deux pôles, par d'un côté les salafistes et wahhabites et autres délires idéologiques venus d'Orient, et de l'autre côté on a effectivement un autre discours idéologique qui prend en otage notre identité, qui vient de l'Occident, et les deux s'arrachent ces thématiques-là. Or je pense que la question des mineurs peut être abordée autrement. J'avais donné un peu de nuance en parlant de la différence d'âge qui est fondamentale, car ça permet de préserver les enfants de devenir des objets sexuels pour des hommes adultes. Ça permet également de résoudre des problématiques immédiates dans
la ruralité que de marier 2 enfants de 15 ans et de 16 ans. Je trouve que ça peut être quelque chose de sublime, comme ça peut être l'horreur, mais c'est à l'État de protéger, non pas en partant d'un discours idéologique. Il faut faire la part des choses à un certain moment. Et qu'est-ce que vient faire là-dedans le rapport sexuel hors mariage, qui n'est pas comme le vol, qui n'est pas comme n'importe quel crime. Là, on est dans le discours idéologique, il n'est pas la mission du CESE, je suis désolé. Je suis désolé, je vous coupe parce qu'on manque de temps, allez-y. Je respecte tout à fait ce point de vue. Nous avons comme référentiel, nous disons clairement, c'est la Constitution et les conventions internationales. Maintenant, bien sûr, d'un point de vue tout à fait intellectuel, vous pouvez absolument tout remettre en cause. Vous pouvez mettre en cause le 18 ans. Maintenant, le Maroc, il a ce cadre. Remettons en cause ce cadre. On peut discuter. Est-ce qu'il faut revoir la Constitution? Moi, j'ai aucun souci par rapport à ça. Et bien sûr qu'il y a de l'idéologie là-dedans. Personne n'est en train de dire et personne ne peut prétendre à être indépendant de toute idéologie, quelle qu'elle soit. Par contre, dans le rapport, en tous les cas, il n'y a aucun amalgame entre le mariage d'enfants et les relations sexuelles, ou ce que vous essayez de vous l'avez dit, vous avez dit que les rapports sexuels au mariage ne sont pas comme le vol. Où est le rapport? Je l'ai dit là sur ce plateau. Oui, mais je parle de remets pas au rapport. Je remets pas en cause. Non, mais moi j'essaye aussi de parler d'un rapport, donc, parce que toujours difficile de sortir de son être si je reste collé au rapport. Nous n'avons pas creusé la question. Nous disons tout simplement qu'il est important qu'il y ait un débat public serein sur toutes ces questions-là. Et je n'ai absolument aucune condescendance par rapport à des pères où on le comprend à l'échelle individuelle tout à fait, qu'ils veuillent que ces enfants. Mais le sujet n'est pas est-ce que vous voulez que votre enfant, fille, ait des rapports sexuels ou pas. Ça, c'est votre problème. La question, c'est tout simplement, si jamais elle a des rapports sexuels, faut-il lui faire assumer une responsabilité du mariage, tout simplement parce que ça vous dérange qu'elle ait eu des rapports sexuels. Je crois que c'est là où est la nuance. Le mariage n'est pas considéré, même de par la loi, dans la Modawana, comme étant la légalisation des rapports sexuels. Le mariage, c'est une institution dans laquelle il y a une co-responsabilité du père et de la mère à part égale. C'est la Modawana qui... Mais ça n'empêche pas d'être également une légalisation des rapports sexuels, parce qu'en dehors de ce cadre, tout rapport sexuel est illégal. Donc de fait, il est également de la légalisation. Mais on parle des enfants, là, de mariage d'enfants. On ne parle pas du mariage de manière générale. C'est là où on ne parle pas d'enfants. Quand on parle de 17 ans, je suis désolé, c'est là où on joue avec le mot. Quand on parle de 17 ans, c'est pas en un jour on quitte le statut d'enfant pour entrer dans le monde d'adulte. C'est pas 18 ans moins 1, on est un enfant, 18 ans plus 1, on est un adulte. Il faut un peu d'intelligence et de subtilité, un peu d'anthropologie, un peu de connaissance. Ça a été expliqué tout à l'heure. Alors, on ne parle pas d'enfant. L'enfant, alors il faut décréter ce que veut dire l'enfant. Moins de 16 ans, moins de 15 ans, il faut se mettre d'accord. Alors l'enfant est décrété. L'enfant, c'est moins de 18 ans, c'est décrété par la Convention internationale des droits de l'enfant. Vous êtes libre personnellement de dire, moi je ne la reconnais pas. Je suis pas international. Non, mais attends, vous me permettez de parler. C'est un sujet qui est très important. Que vous décrétiez 16 ans, demain je peux vous dire pourquoi à 16 ans moins 1 et moi 16 ans moins 2. Quoi qu'il en soit, ces limites que l'on peut considérer comme étant évolutives dans le temps ne sont pas descendues du ciel. Ces limites ont été fixées à un moment donné par des experts, par un certain nombre, par la société civile, par un certain nombre de gens. On a effectivement décrété que la minorité était à 18 ans et que l'enfant était moins de 18 ans. On peut remettre ça sur le débat. Il n'y a aucune interdiction à discuter cette question-là. Sauf qu'aujourd'hui, nous réfléchissons dans un cadre normatif tel qu'il est. Nous ne sommes pas dans une logique de vouloir remettre en question tous les concepts. Si aujourd'hui vous voulez remettre en question tous les concepts de ce qu'est un enfant, de ce qu'est la Convention internationale, de ce que le Maroc ratifie, vous avez le droit en tant que soyez philosophe ou professeur universitaire de le faire. Mais à un moment donné, quand vous êtes sur le terrain, vous êtes obligé de faire avec des normes telles qu'elles sont ratifiées par le Maroc. Que nous soyons très très clairs, je parle d'engagement d'un État. Ce n'est pas une lubie du Conseil économique et social, c'est ça. Mais vous n'êtes pas une question d'enregistrement, vous pouvez proposer des choses, vous n'incarnez pas tout l'exécutif. Il y a d'autres lieux pour remettre en cause les cadres normatifs, notamment en ce qui concerne la Constitution, même le vôtre, et en Constitution, la Convention internationale. S'il vous plaît, on s'écoute plus. Allez-y. Permettez-moi rapidement, il y a peut-être aussi une dimension qui me semble peut-être un petit peu négligée dans ce débat, c'est la question du mariage forcé. Le fait que ça soit forcé. Ouais. Certes, la question de l'âge est importante, mais à un moment donné, savoir aussi quand c'est forcé et quand ça ne l'est pas. Loubna Salah, vous souhaitiez intervenir.
Oui, alors moi ma question ce serait par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure. Effectivement, c'est une question qui devrait être, qui ne devrait pas être liée à un ministère, qui serait une question gouvernementale, ok. Mais est-ce que ce n'est pas le meilleur moyen finalement que personne ne se charge de ce volet-là? La grande absente, enfin c'est plutôt la ministre de la Famille. Elle est où dans tout ça? Est-ce que c'est pas elle finalement, enfin je dis la ministre, mais bon c'est son ministère en général. En tant qu'institution. En tant qu'institution, voilà, je me suis auto-corrigée moi-même. En tant qu'institution, est-ce que c'est pas le ministère qui devrait porter ce combat? Et finalement, qu'est-ce que fait le ministère depuis 2006? Parce que si on suit les enregistrements, c'est depuis 2006, donc quid de l'action? Est-ce qu'il y a eu quelque chose? Est-ce qu'il y a eu des propositions? Et est-ce que finalement, en faire une question liée au gouvernement en général, ce n'est pas le meilleur moyen qu'on reste un peu dans le même cas et que dans 10 ans, on reprenne le même débat en disant, bon, finalement, pour arranger tout le monde, on va diminuer l'âge de mariage, de la majorité, etc. Et comme ça, tout va être clos et on aura 0 enfant marié. Le ministère du Développement social et de la Famille, il est en charge de la coordination. Il reste, lui, en termes d'action, très limité. Si on prend la politique intégrée de la protection de l'enfance, étant donné qu'il y a plusieurs départements qui sont concernés, que ce soit le ministère de la Justice, que ce soit le ministère de l'Éducation nationale, que ce soit d'autres ministères. Donc le ministère du Développement social n'est pas en charge de mettre en œuvre l'ensemble des actions. Par contre, il est en charge de coordonner et de suivre, justement, au sein d'un gouvernement. Est-ce qu'il le fait Alors, apparemment, selon le bilan qu'a présenté, je crois, ce ministère fin de dernière année, cette politique serait mise en œuvre à 56%. Il y a certes des choses qui ont été faites en termes pas de texte de loi, parce qu'il faut que ce soit mis au niveau régional, il faut que ce soit au niveau local. Mais en tous les cas, en tant qu'acteur associatif, sur le terrain, nous ne voyons pas grand-chose par rapport à toutes les questions de protection de l'enfance. La réactivité des ministères et dans leur capacité à mettre en œuvre, en tous les cas, laisse à désirer sur ce sujet. Mais il est certain que si on peut considérer qu'un ministère doit être responsable de rendre des comptes sur une politique globale, la difficulté ici, c'est tout ce qui est transversal, c'est-à-dire que le ministère n'a pas la main sur ce que fait tel ou tel département. Donc il est tributaire quelque part des actions des différents départements. Oui, mais le souci c'est que le mariage des enfants amène aussi d'autres questions. Vous évoquiez tout à l'heure, dans votre rapport, il est écrit aussi que ce sont quand même une cible qui subit beaucoup plus les violences, alors la violence dans toutes ses dimensions, que ce soit sexuelle, que ce soit économique, etc. Donc logiquement, on serait amené à attendre beaucoup plus de détails, que ce soit aussi, comme le disait Bouchra, en termes de est-ce que ce sont des mariages forcés ou pas? C'est quoi ce qu'évoquait aussi Rachid, peut-être le décalage, parce que on aimerait bien finalement, peut-être, je sais pas. Pour moi, le mariage des enfants, que ce soit que ce soit entre adolescents ou que ce soit entre un enfant et un adulte, c'est tout. Enfin, pour moi, c'est tout aussi problématique. Mais peut-être qu'on pourrait aussi creuser la question un peu plus. Et là, à ce moment-là, est-ce que c'est quelque chose qui est fait ou pas? Oui. Et ça sera votre dernière intervention, Jawad Chouaib. Je suis désolée, on manque de temps, allez-y. Oui, je dirais il est toujours possible de creuser les choses un peu plus. Je voulais juste dire que ici, le mariage des mineurs ou le mariage d'enfants ne concerne pas une fille de 15 ans avec un garçon de 16 ans. Il s'agit réellement de mariage d'adultes avec de mariage d'enfants. Nous restons sur... Peut-être que le terme en arabe, comme vous l'avez dit tout à l'heure, est plus parlant, en fait. Il est plus parlant dans la mesure où la notion de mariage forcé, dont on n'a pas parlé, si nous parlons de mariage forcé, c'est lié à la question du consentement. Forcé. Et nous considérons qu'un enfant n'est pas en mesure de donner son consentement libre et éclairé sur une question comme le mariage. Jawad Chouaib, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci. Je rappelle que vous êtes membre du CSE, Conseil économique, social et environnemental, rapporteur de l'avis concernant le mariage d'enfants.